Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment, Francine, d'être là parmi nous. Alors, vous êtes quand même venue à la fin du spectacle. Vous avez vu la fin du spectacle. On imagine votre émotion. Qu'est-ce que ça vous fait à chaque fois de revoir et d'entendre, de savoir que la pièce va être jouée? Ce que ça m'a fait, rien du tout, parce que je n'assiste pas. Je sais, vous étiez là quand même à la fin, mais de savoir que la pièce est interprétée. J'arrive seulement à la fin, je ne peux pas le supporter. Et votre petite fille et votre fille sont là, et c'est la même chose, elles sont restées dans le haut, elles nous ont rejoints. J'étais très ému de vous voir arriver toutes les trois, c'était la première fois. Malade. Alors, oui. Pourquoi vous avez attendu, enfin je le sais, mais il faut savoir que vous avez sorti ces bouts de papier, ces mémoires, très longtemps après cette enfance. Quand est-ce que vous vous êtes décidé? À quel moment? Il y a un déclic, il y a quelque chose, il y a... Non, c'est-à-dire que lorsqu'on est rentré d'Allemagne, personne n'était prêt à nous entendre. Et moi, j'étais une gamine à l'école. Si j'essayais de raconter un peu, les filles me regardaient sans comprendre. Elles faisaient... Elle est folle. Et puis, il a fallu attendre tout simplement les négationnistes. Et quand il y a eu les négationnistes qui ont dit « c'est pas vrai », ça n'a pas existé, là on s'est dit c'est pas possible, il faut parler. Alors là on a parlé. Alors moi depuis très longtemps, depuis le retour, je me disais que tout de même un jour les gens voudraient savoir. Et j'ai pris des petits papiers, j'ai commencé à écrire sur des petits papiers. Et puis des années après, j'ai réuni tous les petits papiers, ça fait un livre. Mais c'est tout, c'était pas pour faire éditer, c'était pour moi, pour mes enfants. Jusqu'au jour où un cousin, qui lui-même était résistant et avait beaucoup écrit, me dit, tu sais, il faut l'éditer. Il faut l'éditer. Mais c'est pas fait pour ça, il faut l'éditer. Alors là, j'ai commencé à visiter les éditeurs. Mais ils n'en voulaient pas. Je crois que j'ai été refusée par 25 éditeurs. J'ai gardé les lettres, d'ailleurs. Il y en a même un très célèbre qui disait « ça ne peut pas avoir existé, personne ne pourra jamais croire ça, cette dame a tort de vouloir l'éditer. » Bon. Et bien là, oui, c'est ça. Pendant 25 ans, il est resté dans un tiroir. Jusqu'au jour où l'Harmattan a dit « ah ben moi je veux bien le prendre ». Et voilà. Et voilà. Alors le spectacle a été joué au Lucernaire? Oui. Il a eu une première mise en scène, oui. En 99 ou 2000. Et là, c'était dans un endroit qui s'appelait le Lavoir parisien. Oui, qui existe toujours. Et qui se trouve dans le 18e arrondissement. Il y a une petite histoire que je veux raconter à ce propos-là. Un jour qu'on jouait, il y a une dame qui est venue me trouver en me disant « Vous savez, madame, moi je l'ai très bien connu, ce théâtre, mais je l'ai connu lorsque c'était encore un lavoir. » Ah bon? Oui, parce que moi aussi je suis juive, j'avais été cachée chez des gens, et la dame chez laquelle j'étais venait faire sa lessive au lavoir. Voilà, le lavoir était devenu un théâtre. Est-ce que, parmi vous, il y a quelqu'un qui veut poser une question? Alors, la deuxième mise en scène... La mise en scène, oui. C'est le mari de Magali qui l'a fait. Pardon. Voilà, et c'est Magali qui a joué. Et c'est Magali qui a joué avec ce grand décor, parce que c'est pour moi, c'est un grand décor, ce magnifique rideau. Et Magali m'avait dit, mais Xavier, il va rentrer à la grande scène, mais il va rentrer, il est même trop grand. Et je l'ai cru, parce qu'avant, on avait joué au TNF. J'ai été ébloui cet après-midi. Magali, si vous voulez nous dire un mot sur le décor, ça représente donc... Il est peint à la cendre. C'est un décor peint à la cendre. C'est Pierre Vandels qui, donc, crée les scénographies pour nos spectacles, qui a demandé à un peintre de peindre tout ça à la cendre. Et là, il n'y a même pas tout encore. On a des frises, on a d'autres sols, parce que ça, c'est le fond d'habitude.
Donc on a des sols, etc. etc. Il faut construire un autre théâtre pour refaire tout le... On refait tout un théâtre à l'italienne. Bravo. Voilà. Bravo. Et la robe est grise aussi. Elle est grise aussi. Grise aussi. Donc, Francine, je me permettais de demander à la salle s'il y avait des questions, parce que les gens ont, je sais, envie de vous poser des questions. Alors, la question, Francine, c'est êtes-vous pratiquante ou croyante aujourd'hui? Oh, pas du tout. Je suis d'une famille, mais pas du tout croyante. Vous m'avez dit un jour que c'était Hitler qui avait décidé que vous étiez juive. Oui. Ça m'avait beaucoup marqué. Je n'ai jamais compris ce que c'était. Voilà. Je ne vois pas de différence entre vous, entre un catholique, entre toi. Je ne sais pas ce que c'est, être juif. C'est quoi? Voilà. Vous pouvez me dire ce que c'est? Moi, je ne sais pas. Le premier rendez-vous avec Madame Christophe, c'était dans mon bureau avec une personne de la communauté juive de Versailles, de l'association culturelle de la synagogue, qui voulait organiser un spectacle pour la communauté juive de Versailles, avec une petite fille privilégiée. Donc j'ai créé le rendez-vous, puisque je n'avais pas pris le spectacle dans la saison, par manque de temps. Et donc Madame Christophe m'avait dit « Xavier, vous exagérez, le spectacle doit être dans votre saison, il ne l'est pas. » J'ai dit « Écoutez, on va essayer de faire ça hors saison. » Donc je crée le rendez-vous. La dame se présente pour cette soirée spéciale, et Madame Christophe, Francine, pose les choses tout de suite en disant « Je ne comprends pas ce que je fais là. Je ne suis pas juive. Hitler a décidé que j'étais juive. Je suis citoyenne du monde et avant tout du Chênay. Et le meilleur moyen d'être raciste, antisémite et xénophobe, c'est de faire des spectacles uniquement pour les juifs, ou etc. etc. Donc vous vous mettez dans votre saison, on fait venir des jeunes, c'est du tout public, ou sinon ça sert à rien. » Bien. J'ai dit d'accord. Voilà. Et donc, j'ai dit à la dame, écoutez, le rendez-vous est terminé. J'ai dit à Madame Christophe, il va falloir attendre 6 mois parce qu'une saison, ça se prépare longtemps à l'avance. Elle me dit, j'attendrai. Et on l'a fait. Voilà l'histoire. Donc, j'ai pris un grand cours d'humanité et d'histoire avec Madame Christophe et je prends toujours beaucoup de cours à vos côtés. Avez-vous une autre question? Puis moi, j'ai une question après. Oui, bonsoir. Je voulais savoir comment votre mère s'en était sortie. Bien. Bon, c'est une très bonne je ne nouvelle. dirais pas qu'elle a été d'une santé extraordinaire toute sa vie, non. Elle a, comme tous les déportés, elle a toujours dit des petites choses. Mais enfin, c'est surtout moralement qu'elle s'en est bien sortie. Ça, c'était extraordinaire. Elle a gardé sa bonté, sa gentillesse. Peut-être parce qu'il y avait papa. Vous savez, j'ai eu une chance extraordinaire. Mes parents, c'était un très, très beau ménage. Il n'y a rien de tel pour être heureux. Est-ce que vous avez une jeune fille, une jeune collégienne ou lycéenne, vous pose une question assez forte. Est-ce que vous avez encore de la haine contre les Allemands? Je n'ai jamais eu de haine. Je ne sais pas ce que c'est que de la haine. Je les ai détestés, bien entendu. De la haine, c'est eux qui en avaient. Parce que pour faire ce qu'ils ont fait, il faut avoir de la haine. Mais pas nous. C'est vrai. Est-ce qu'à part Bergen-Belsen, vous êtes retourné en Allemagne? Oh, j'y vais souvent. Oui. J'y vais très souvent. La première fois que j'y suis entrée, effectivement, l'histoire des oiseaux, c'est vrai. Ça m'a fait vraiment un effet. Maintenant, je suis habituée. Mais il n'y a plus rien à Bergen parce que les Anglais ont donc tout brûlé. C'est une espèce de parc superbe. Et puis, il y a autre chose, c'est que je me sens chez moi. C'est mon camp. Il est à moi. Ça va vous sembler bizarre, mais c'est comme ça. C'est ton enfance. Je me sois même dans l'herbe quelquefois, pour mieux sentir que je suis chez moi. Par contre, quand je m'en vais, je ne peux pas m'empêcher de m'approcher des fameux tumuli où là, il y a tous les morts au-dessus des charniers, là où il y a les plaques, ici 3000 morts, ici 5000. Et je ne pars jamais sans poser ma main sur une plaque et dire « Salut les morts, je ne vous oublie pas ». J'ai l'impression que si je ne disais pas ça, il mourrait une deuxième fois. Je dois le faire. Alors, Francine, si vous aviez un message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui, quel serait-il? Oh, il n'est pas compliqué, mon message. C'est
c'est tiré de quelqu'un qui est plus célèbre que moi. Et c'est toujours le même. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a que ça. Ouais. Il n'y a rien à ajouter. Hein. Alors, je sais qu'il y a des gens que je connais qui sont dans la salle. ah oui. 3 ou 4. Qui ne vous connaît pas, Francine, au Chênaireau concours? Non, mais il y a des gens que je connais. Pendant toute cette période, il y a quelque chose qui vous tenait l'espoir, qui vous faisait garder espoir au milieu de tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose... Mais simplement le fait d'être en vie. Voilà. Quand on est en vie, bon, il y a de l'espoir, c'est tout. Alors, c'est aussi simple que ça. Vous avez gardé des contacts avec des amis de Bergen. Bien sûr. Et puis il y a eu des signes de la vie. Et je ne peux pas ne pas vous poser cette question qui a fait le tour du monde, qui fait plusieurs millions de vues sur Internet. C'est ce qui s'est passé lors d'une conférence à propos d'un morceau de chocolat. À propos d'un morceau de chocolat. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question. Plusieurs millions de vues. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas vu ça. Et si je vous pose pas... Il n'y a pas une école où je vais voilà. Mais si je ne vous pose pas cette anecdote, on va me dire tu ne l'as pas demandé. Donc je vous demande de nous la raconter. Bon. Alors, il y avait parmi nous une femme qui était arrivée enceinte. Elle était maigre, croyez-moi, et même son ventre. On ne grossit pas beaucoup quand on est dans un camp. Et puis, la période de l'accouchement est arrivée, et maman, qui était chef de baraque, nommée par les camarades, m'a dit, tu sais, je vais aller au Revire. Le Revire, c'est l'infirmerie. Elle a été transportée là, il faut que je la soutienne. Mais avant d'y aller, j'ai quelque chose à te demander d'important. Nous, les privilégiés, nous avions eu droit à quelques colis en France. Et nous avons donc eu le droit d'apporter 2, 3 petites choses au départ. Il y en avait qui avaient emporté une poignée de riz, quelques biscuits, un peu de sucre. Maman, elle, avait 2 bouts de chocolat. Elle a pris ces 2 bouts de chocolat. Et elle m'avait toujours dit, ces bouts de chocolat, c'est pour toi. Si un jour je vois que tu n'es vraiment pas bien, tu les mangeras et ça ira mieux. Vous savez, elle pensait que c'était un peu comme quand on n'est pas bien, on prend un morceau de sucre, ça donne un coup de fouet. Ben, le chocolat, c'était pareil. Alors elle me dit, je vais donc aller voir notre amie Hélène. Il y a quelque chose que j'ai envie de faire, mais je ne le ferai pas sans ta permission. C'est lui apporter le chocolat. Mais je veux que tu me dises, oui, je le donne. C'est toi qui vas le donner, c'est pas moi. Bien sûr, maman. Tu lui apportes, je n'ai pas réfléchi. Prends le chocolat. Hélène a mangé le chocolat. Elle s'en est sortie. Est-ce que c'est ça? Le bébé est venu. Est-ce que c'est ça? Bon, il était bien petit, le bébé. Il ne devait même pas faire 1,5 kg. C'était une toute petite chose. Mais enfin, il était là. Alors on s'est débrouillé comme on a pu. Pour le nourrir, elle n'avait pas de lait, Hélène, bien sûr. Alors il y avait une parmi nous qui était obligée d'aller nettoyer les bureaux des SS. Elle a volé un peu de lait en poudre dans leur cuisine. On l'a donné au bébé, puis un jour elle nous a dit, vous savez, je ne peux plus voler comme ça, je vais me faire prendre. Alors Hélène a eu une idée extraordinaire. Elle marchait. Les morceaux de rutabaga, de la soupe, et les rutabagas mêlés à sa salive, ça fait une espèce de bouillie, et elle le mettait dans la bouche du bébé. C'est comme ça qu'il a vécu. Et puis, pour l'habiller, c'est pareil. On a quêté, chacune a donné une ceinture, un ourlet de sa jupe, un vieux chiffon, n'importe quoi. Il n'y avait rien. Voilà. Et puis, chacun est rentré dans son pays. Et pour nous, les Françaises, chacune dans sa province.
Et puis, c'est ma fille, je crois, qui est là d'ailleurs, qui m'a dit un jour, « Maman, et si vous aviez eu des psys, qu'est-ce que ça aurait fait ?» Les psys? D'abord, je ne connaissais pas le mot, même pas le mot. Et puis, il en aurait fallu tellement. Non, on n'avait pas le psy. Mais l'idée m'a trotté dans la tête et j'ai dit, tiens, on pourrait peut-être faire une réunion, une sorte de colloque. Et si les déportés avaient eu des psys à leur retour. Alors il y a eu des gens intéressés. Et ma foi, c'était une salle que nous avait prêtée l'Harmattan. Il y a eu du monde. Il y avait évidemment, il y avait toutes sortes de psys, les psychologues, les psychothérapeutes, les psychiatres, tous les psy. Et puis, des curieux, des anciens déportés. Bon. Puis on a commencé. Et avant de commencer, il y a une dame qui est montée sur l'estrade et qui a dit « Je dois d'abord faire quelque chose. » Elle a mis sa main dans sa poche. Elle m'a donné un morceau de chocolat et elle m'a dit « Je suis le bébé. » Elle est toujours vivante. Je la vois une fois de temps en temps parce qu'elle habite loin, elle habite Marseille. Mais je peux vous dire que tous les ans, à Noël, je reçois mes chocolats. Oui. C'est vrai ça. Et même j'en ai mangé. Elle en a mangé. Qu'est-ce que vous ressentiez quand, il y a quelques années, les gens ne vous croyaient pas par rapport à votre témoignage, quand les gens disaient ça n'a pas existé, tous ces négationnistes? Qu'est-ce que vous ressentiez quand on vous disait ça? Ce que ça me faisait. Ou est-ce que ça vous faisait? Oui. Oh, c'est difficile à expliquer. Mais ça me révoltait, bien sûr. Mais en même temps, je me rendais bien compte qu'on ne pouvait pas croire des choses pareilles. Comment est-ce que je pouvais raconter ça, qu'on avait brûlé des bébés? Personne ne peut croire des choses comme ça. Oui, ça me révoltait. Je ne sais même pas vraiment ce que ça me faisait. En tout cas, ça me faisait mal. Et aujourd'hui, dans le contexte actuel, quand on entend encore des gens qui disent que ça n'a pas existé ou qui atténuent le sens de l'histoire, alors que toutes les preuves sont là, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, alors là, je crois que si je pouvais, je leur sauterais dessus. C'est vrai. Bien. L'heure tourne. Est-ce qu'il y a encore... On va prendre encore 2 questions. Pendant toutes ces années dans les camps, vous n'aviez pas de nouvelles de votre père. Comment vous a-t-il retrouvé? Si, j'avais des nouvelles. Parce que justement, grâce à la Convention de Genève, nous avions droit à des lettres. Vous êtes condamné à lire mon livre. Là, vous comprendrez tout. Voilà. Une dernière question. Allez-y, jeune fille. La jeune fille vous demande, est-ce qu'il y avait de la violence entre les déportés, entre les prisonniers? Oh, ça a pu arriver, bien sûr, dans des ambiances pareilles. On n'en peut plus, ça arrive. Oui, il y avait des bagarres, mais enfin, c'était pas... il n'y en avait pas beaucoup. Mais de temps en temps, il arrivait qu'une femme tombe sur une autre. « Ah, tu as dit ça, tu as dit ça !» Bon, ça ne portait pas à conséquence. Monsieur qui parle est notre élu délégué à la culture, Jean-Michel Vanger, qui vous remercie de votre présence et qui nous dit qu'il a lu votre livre et qu'il y a une anecdote dans votre livre qui l'a beaucoup touché à propos d'une chaise. Et il vous demande... La chaise que maman avait trouvée. La chaise que votre maman a trouvée, si vous pouviez la raconter, cette anecdote. Oui. Bergen-Belsen était un camp avec des ordures. Je n'ai jamais compris exactement ce qui se passait, mais c'était sale. Il y avait des tas de chiffons, il y avait tout ce qu'on voulait. Et un jour que maman passait entre 2 baraques, au milieu d'un tas d'ordures,
elle a vu dépasser un pied de chaise. Elle s'est dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Elle l'a attrapé. Eh bien oui, c'était bien une chaise. Une chaise qui n'avait plus de dossier, qui n'avait plus de siège. C'était une chaise. Elle l'a rapportée dans la baraque, parce que vous savez, tout dans un camp, tout vaut de l'or. Elle l'a regardé comme ça et elle a dit, je sais. Elle est allée chercher une planche dans un chalit, elle l'a posée sur le siège et elle s'est assise. Vous n'imaginez pas ce que c'est de s'asseoir quand on ne vit que debout ou couché. Ah! Et après, régulièrement, toutes les amies passaient. Marcel, vous me prêtez votre chaise? Elle s'asseyait. Oh, ce que c'est bien! Oh, quelle merveille! On ne se rend pas compte, hein, des choses qui vous semblent tellement normales, tellement logiques. Je vais vous dire une chose pas propre, mais ça fait rien. Dans les camps, on n'a pas de papier water. Eh oui. Et on a la diarrhée. À vous de méditer. Magali, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour conclure ou... Non, Comment vous vivez de retrouver Francine après ces spectacles? Parce que il y a une identification extraordinaire. Quand je vous vois de profil, il y a quelque chose dans la voix. Je suis à chaque fois bouleversé par ça. Comment? Moi, j'ai rencontré Francine parce qu'on a monté ce spectacle. En fait, on l'a monté à Perpignan, là où j'habite. Et Francine passait par là pour aller en Espagne. Elle s'est dit, bon, allez, je vais être gentille, je vais aller voir ce qu'ils ont fait à Perpignan avec mon spectacle, avec mon texte et tout. Et puis, elle est restée une semaine avec nous. Et après, elle m'a dit, je veux que tu joues ça partout. Et après, on a refait l'écriture ensemble, on a revu des choses. Et c'est là que, voilà, que chaque fois que je viens à Paris, j'essaye de voir Francine pas assez souvent. On s'appelle. Je sais pas vous dire, moi, en travaillant ce texte, petit à petit, je pénètre chaque fois davantage à l'intérieur de ce propos. Je trouve ça extraordinaire. Je suis pas juive. Donc, j'étais... tort. Donc, elle m'a fait découvrir tellement de choses quand même. Je savais, la base, je savais. Mais ça, je l'ai appris petit à petit. Et quand même, ça, c'est une chose qui me marque définitivement. Et puis, je joue ce spectacle depuis longtemps. Et j'en suis fière, très fière. J'ai joué d'autres choses. Mais jouer ce spectacle, c'est vraiment important pour moi. Et chaque fois, il bouge. Je ne prends jamais l'habitude de jouer ce spectacle. Je ne joue jamais deux fois de la même façon ce spectacle. Parce que c'est une chose extrêmement importante pour moi. Parce que je trouve que c'est vraiment un cadeau qu'on fait à l'humanité. Je trouve que c'est une très belle écriture. Bravo, Magali. Bravo, Madame Christophe. Voilà. Alors, je sais qu'il est tard et que les parents doivent récupérer les enfants, mais Madame Christophe, Francine vous attend dans le hall avec la librairie Bain d'encre. Il y a un échange ou une dédicace autour de ses ouvrages. C'est un moment rare, donc on va se quitter là-dessus. Et je vais remercier Magali Elias, Francine Christophe. Merci. Et toute l'équipe du théâtre. Bravo et merci à vous. Bravo. Je voudrais vous dire une seconde. Attendez. Je voudrais vous dire, si vous voulez une dédicace dans mon livre, je vous préviens, ma dédicace, elle sera moche. Parce que, comment voulez-vous que je trouve une idée intelligente? Mon père, qui était écrivain lui-même, il avait une bonne habitude, il mettait sincère hommage d'auteur. Ben, je vous mettrai sincère hommage d'auteur. Merci à vous, bravo.